Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais vous lire Thérèse Raquin. C'est le troisième roman de l'écrivain français Émile Zola. Il l'a écrit quand il avait 27 ans, mais c'est son premier grand roman. Il a été publié en 1867. Il est d'abord paru en feuilleton dans un journal et Zola a su, par un découpage habile de son texte, réveiller l'attention et piquer la curiosité du lecteur. Alors, la publication de ce roman est un succès d'estime et de scandale. Alors, succès d'estime car très bien accueilli par ses nombreuses amitiés littéraires et artistiques, mais un scandale car cet ouvrage est traité de littérature putride et ne décrire que des scènes obscènes. Alors, Zola a été traité de misérable, hystérique, qui se plaît à étaler des pornographies. Je vais donc vous lire ce roman. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Chapitre 1. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit, salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers, dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre. Les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquiers d'en face ont plaqué d'étroites armoires. Des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis 20 ans, qui s'étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établie dans une des armoires. Elle y vend des bagues de 15 sous, délicatement posées sur un lit de velours bleu, au fond d'une boîte en acajou. Au-dessus du vitrage, la muraille monte, noire, grossièrement crépie, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices. Le passage du Pont-Neuf n'est pas un lieu de promenade. On le prend pour éviter un détour, pour gagner quelques minutes. Il est traversé par un public de gens affairés dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. On y voit des apprentis en tablier de travail, des ouvrières reportant leurs ouvrages, des hommes et des femmes tenant des paquets sous leurs bras. On y voit encore des vieillards se traînant dans le crépuscule morne qui tombe des vitres, et des bandes de petits-enfants qui viennent là, au sortir de l'école, pour faire du tapage en courant, en tapant à coups de sabots sur les dalles. Toute la journée, c'est un bruit sec et pressé, de pas sonnant sur la pierre avec une irrégularité irritante. Personne ne parle, personne ne stationne. Chacun court à ses occupations. La tête basse, marchant rapidement sans donner aux boutiques un seul coup d'œil. Les boutiquiers regardent d'un air inquiet les passants qui, par miracle, s'arrêtent devant leurs étalages. Le soir, 3 becs de gaz, enfermés dans des lanternes sourdes et carrées, éclairent le passage. Ces becs de gaz, pendus au vitrage sur lequel ils jettent des taches de clarté fauve, laissent tomber autour d'eux des ronds d'une lueur pâle qui vacille et semble disparaître par instants. Le passage prend l'aspect sinistre d'un véritable coupe-gorge. De grandes ombres s'allongent sur les dalles, des souffles humides viennent de la rue. On dirait une galerie souterraine.
vaguement éclairés par 3 lampes funéraires. Les marchands se contentent, pour tout éclairage, des maigres rayons que les becs de gaz envoient à leurs vitrines. Ils allument seulement, dans leur boutique, une lampe, munie d'un abat-jour, qu'ils posent sur un coin de leur comptoir, et les passants peuvent alors distinguer ce qu'il y a au fond de ces trous, où la nuit habite pendant le jour. Sur la ligne noirâtre des devantures, les vitres d'un cartonnier flamboient. 2 lampes à schiste trouent l'ombre de 2 flammes jaunes. Et de l'autre côté, une bougie, plantée au milieu d'un verre à quinquet. Il met des étoiles de lumière dans la boîte de bijoux faux. La marchande sommeille au fond de son armoire, les mains cachées sous son châle. Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une boutique dont les boiseries d'un verre-bouteille suaient l'humidité par toutes leurs fentes. L'enseigne, faite d'une planche étroite et longue, portait en lettres noires le mot « mercerie ». Et sur une des vitres de la porte était écrit un nom d'une femme, Thérèse Raquin, en caractères rouges. À droite et à gauche s'enfonçaient des vitrines profondes, tapissées de papier bleu. Pendant le jour, le regard ne pouvait distinguer que l'étalage, dans un clair-obscur adouci. D'un côté, il y avait un peu de lingerie, des bonnets de tulle tuyautés, à 2 et 3 francs pièces, des manches et des cols de mousseline, puis des tricots, des bas, des chaussettes, des bretelles. Chaque objet, jauni et fripé, était lamentablement pendu à un crochet de fil de fer. La vitrine, de haut en bas, se trouvait ainsi emplie de loques blanchâtres qui prenaient un aspect lugubre dans l'obscurité transparente. Les bonnets neufs, d'un blanc éclatant, faisaient des taches accrues sur le papier bleu dont les planches étaient garnies. Et, accrochées le long d'une tringle, les chaussettes de couleur mettaient des notes sombres dans l'effacement blafard et vague de la mousseline. De l'autre côté, dans une vitrine plus étroite, s'étageaient de gros pelotons de laine verte, des boutons noirs cousus sur des cartes blanches, des boîtes de toutes les couleurs et de toutes les dimensions, des résis à perles d'acier étalés sur des ronds de papier bleuâtre, des faisceaux d'aiguilles à tricoter, des modèles de tapisserie, des bobines de ruban. Un entassement d'objets ternes et fanés, qui dormaient sans doute en cet endroit depuis 5 ou 6 ans. Toutes les teintes avaient tourné au gris sale, dans cette armoire que la poussière et l'humidité pourrissaient. Vers midi, en été, lorsque le soleil brûlait les places et les rues de rayons fauves, on distinguait, derrière les bonnets de l'autre vitrine, un profil pâle et grave d'une jeune femme. Ce profil sortait vaguement des ténèbres qui régnaient dans la boutique. Au front bas et sec s'attachait un nez long, étroit, effilé. Les lèvres étaient 2 minstrées d'un rose pâle, et le menton, court et nerveux, tenait au cou par une ligne souple et grasse. On ne voyait pas le corps, qui se perdait dans l'ombre. Le profil seul apparaissait, d'une blancheur mate, troué d'un œil noir largement ouvert, et comme écrasé sous une épaisse chevelure sombre. Il était là, pendant des heures immobile et paisible, entre 2 bonnets sur lesquels les tringles humides avaient laissé les bandes de rouille. Le soir, lorsque la lampe était allumée, on voyait l'intérieur de la boutique. Elle était plus longue que profonde. À l'un des bouts se trouvait un petit comptoir. À l'autre bout, un escalier en forme de vis prenait aux chambres du premier étage. Contre les murs étaient planquées des vitrines, des armoires, des rangées de cartons verts. 4 chaises et une table complétaient le mobilier. La pièce paraissait nue, glaciale. Les marchandises, empaquetées, serrées dans des coins, ne traînaient pas çà et là, avec leur joyeux tapage de couleurs. D'ordinaire, il y avait 2 femmes assises derrière le comptoir, la jeune femme au profil grave et une vieille dame qui souriait en sommeillant. Cette dernière avait environ 60 ans. Son visage gras et placide blanchissait sous les clartés de la lampe.
Un gros chat tigré, accroupi sur un angle de comptoir, la regardait dormir. Plus bas, assis sur une chaise, un homme d'une trentaine d'années lisait ou causait à demi-voix avec la jeune femme. Il était petit, chétif, d'allure languissante, les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur. Il ressemblait à un enfant malade et gâté. Un peu avant 10 heures, la vieille dame se réveillait. On fermait la boutique et toute la famille montait se coucher. Le chat tigré suivait ses maîtres en ronronnant, en se frottant la tête contre chaque barreau de la rampe. En haut, le logement se composait de 3 pièces. L'escalier donnait dans une salle à manger qui servait en même temps de salon. À gauche était un poêle de faïence dans une niche. En face se dressait un buffet. Puis des chaises se rangeaient le long des murs, une table ronde, toute ouverte, occupait le milieu de la pièce. Au fond, derrière une cloison vitrée, se trouvait une cuisine noire. De chaque côté de la salle à manger, il y avait une chambre à coucher. La vieille dame, après avoir embrassé son fils et sa belle-fille, se retirait chez elle. Le chat s'endormait sur une chaise de la cuisine. Les époux entraient dans leur chambre. Cette chambre avait une seconde porte donnant sur un escalier qui débouchait dans le passage par une allée obscure et étroite. Le mari, qui tremblait toujours de fièvre, se mettait au lit. Pendant ce temps, la jeune femme ouvrait la croisée pour fermer les persiennes. Elle restait là, quelques minutes, devant la grande muraille noire, crépie grossièrement, qui monte et s'étend au-dessus de la galerie. Elle promenait sur cette muraille un regard vague et muette. Elle venait se coucher à son tour, dans une indifférence dédaigneuse. Chapitre 2. Madame Raquin était une ancienne mercière de Vernon. Pendant près de 25 ans, elle avait vécu dans une petite boutique de cette ville. Quelques années après la mort de son mari, des lassitudes la prirent. Elle vendit son fonds. Ses économies jointes au prix de cette vente mirent entre ses mains un capital de 40 000 francs qu'elle plaça et qui lui rapporta 2 000 francs de rente. Cette somme devait lui suffire largement. Elle menait une vie de recluse, ignorant les joies et les soucis poignants de ce monde. Elle s'était faite une existence de paix et de bonheur tranquille. Elle loua, moyennant 400 francs, une petite maison dont le jardin descendait jusqu'au bord de la Seine. C'était une demeure close et discrète qui avait de vagues senteurs de cloître. Un étroit sentier menait à cette retraite, située au milieu de larges prairies. Les fenêtres du logis donnaient sur la rivière et sur les coteaux déserts de l'autre rive. La bonne dame, qui avait dépassé la cinquantaine, s'enferma au fond de cette solitude et y goûta les joies sereines entre son fils Camille et sa nièce Thérèse. Camille avait alors 20 ans. Sa mère le gâtait encore comme un petit garçon. Elle l'adorait pour l'avoir disputé à la mort pendant une longue jeunesse de souffrance. L'enfant eut coup sur coup toutes les fièvres, toutes les maladies imaginables. Madame Raquin soutint une lutte de 15 années contre ces maux terribles qui venaient à la file pour lui arracher son fils. Elle les vainquit tous par sa patience, par ses soins, par son adoration. Camille grandit, sauvée de la mort, demeura tout frissonnant des secousses répétées qui avaient endolori la chair. Arrêté dans sa croissance, il resta petit et malingre. Ses membres grêles eurent des mouvements lents et fatigués. Sa mère l'aimait davantage pour cette faiblesse qui le pliait. Elle regardait sa pauvre petite figure pâlie avec des tendresses triomphantes, et elle songeait qu'elle lui avait donné la vie plus de 10 fois. Pendant les rares repos qu'il lui laissa la souffrance, l'enfant suivit les cours d'une école de commerce de Vernon. Il y apprit l'orthographe et l'arithmétique. Sa science se borna aux 4 règles et à une connaissance très superficielle de la grammaire. Plus tard, il prit des leçons d'écriture et de comptabilité. Madame Raquin se mettait à trembler lorsqu'on lui conseillait d'envoyer son fils au collège. Elle savait qu'il mourrait loin d'elle. Elle disait que les livres le tueraient.
Camille resta ignorant, et son ignorance mit comme une faiblesse de plus en lui. À 18 ans, désœuvré, s'ennuyant à mourir dans la douceur dont sa mère l'entourait, il entra chez un marchand de toile, à titre de commis. Il gagnait 60 francs par mois, il était d'un esprit inquiet qui lui rendait l'oisiveté insupportable. Il se trouvait plus calme, mieux portant dans cette labeur de brute, dans ce travail d'employé qui le courbait tous les jours sur des factures, sur d'énormes additions dont il épelait patiemment chaque chiffre. Le soir, brisé, la tête vide, il goûtait des voluptés infinies au fond de l'hébétement qui le prenait. Il dut se quereller avec sa mère pour rentrer chez le marchand de toile. Elle voulait le garder toujours auprès d'elle, entre deux couvertures, loin des accidents de la vie. Le jeune homme parla en maître. Il réclama le travail, comme d'autres enfants réclament des jouets. Non par un esprit de devoir, mais par instinct, par besoin de nature. Les tendresses, les dévouements de sa mère lui avaient donné un égoïsme féroce. Il croyait aimer ceux qui le plaignaient et qu'il caressait. Mais en réalité, il vivait à part, au fond de lui, n'aimant que son bien-être, cherchant par tous les moyens possibles à augmenter ses jouissances. Lorsque l'affection attendrie de Madame Raquin l'écœura, il se jeta avec délice dans une occupation bête qui le sauvait des tisanes et des potions. Puis le soir, au retour du bureau, il courait au bord de la Seine, avec sa cousine Thérèse. Thérèse allait avoir 18 ans. Un jour, 16 années auparavant, lorsque Madame Raquin était encore mercière, son frère, le capitaine de Gans, lui apporta une petite fille dans ses bras. Il arrivait d'Algérie. « Voici une enfant dont tu es la tante, » lui dit-il avec un sourire. « Sa mère est morte. Moi, je ne sais qu'en faire, je te la donne. » La mercière prit l'enfant, lui sourit, baisa ses joues roses. De Gans resta 8 jours à Vernon. Sa sœur l'interrogea à peine sur cette petite fille qu'il lui donnait. Elle sut vaguement que la chère petite était née à Oran et qu'elle avait pour mère une femme indigène, d'une grande beauté. Le capitaine, 1 heure avant son départ, lui remit un acte de naissance dans lequel Thérèse, reconnue par lui, portait son nom. Il partit et on ne le revit plus. Quelques années plus tard, il se fit tuer en Afrique. Thérèse grandit. Couchée dans le même lit que Camille, sous les tièdes tendresses de sa tante, elle était d'une santé de fer, et elle fut soignée comme une enfant chétive, partageant les médicaments que prenait son cousin, tenue dans l'air chaud de la chambre occupée par le petit malade. Pendant des heures, elle restait accroupie devant le feu, pensive, regardant les flammes de face sans baisser les paupières. Cette vie forcée de convalescence la replia sur elle-même. Elle prit l'habitude de parler à voix basse, de marcher sans faire de bruit, de rester muette et immobile sur une chaise, les yeux ouverts et vides de regard. Et lorsqu'elle levait un bras, lorsqu'elle avançait un pied, on sentait en elle des souplesses félines, des muscles courts et puissants, toute une énergie, toute une passion qui dormait dans sa chair, assoupie. Un jour, son cousin était tombé, pris de faiblesse. Elle l'avait soulevé et transporté. D'un geste brusque et ce déploiement de force avait mis de larges plaques ardentes sur son visage. La vie cloîtrée qu'elle menait, le régime débilitant auquel elle était soumise ne purent affaiblir son corps maigre et robuste. Sa face prit seulement des teintes pâles, légèrement jaunâtres, et elle devint presque laide à l'ombre. Parfois elle allait à la fenêtre. Elle contemplait les maisons d'en face sur lesquelles le soleil jetait des nappes dorées. Lorsque Madame Raquin vendit son fonds et qu'elle se retira dans la petite maison du bord de l'eau, Thérèse eut des secrets tressaillements de joie. Sa tante lui avait répété si souvent « Ne fais pas de bruit, reste tranquille », qu'elle tenait soigneusement cachée, au fond d'elle, toutes les fougues de sa nature. Elle possédait un sang-froid suprême, une apparente tranquillité qui cachait des emportements terribles. Elle se croyait toujours dans la chambre de son cousin, auprès d'un enfant moribond. Elle avait des mouvements adoucis, des silences, des placidités.
Des paroles bégayées de vieilles femmes. Quand elle vit le jardin, la rivière blanche, les vastes coteaux verts qui montaient à l'horizon, il lui prit une envie sauvage de courir et de crier. Elle sentit son cœur qui frappait à grands coups dans sa poitrine, mais pas un muscle de son visage ne bougea. Elle se contenta de sourire lorsque sa tante lui demanda si cette nouvelle demeure lui plaisait. Alors la vie devint meilleure pour elle. Elle garda ses allures souples, sa physionomie calme et indifférente. Elle resta l'enfant élevé dans le lit d'une malade. Mais elle vécut intérieurement une existence brûlante et emportée. Quand elle était seule dans l'herbe au bord de l'eau, elle se couchait à plat ventre comme une bête, les yeux noirs et agrandis, le corps tordu, près de bondir. Et elle restait là pendant des heures, ne pensant à rien, mordue par le soleil, heureuse d'enfoncer ses doigts dans la terre. Elle faisait des rêves fous. Elle regardait avec défi la rivière qui grondait. Elle s'imaginait que l'eau allait se jeter sur elle et l'attaquer. Alors elle se refroidissait. Elle se préparait à la défense. Elle se questionnait avec colère pour savoir comment elle pourrait vaincre les flots. Le soir, Thérèse, apaisée et silencieuse, cousait auprès de sa tante. Son visage semblait sommeiller dans la lueur qui glissait mollement de l'abat-jour de la lampe. Camille, affaissée au fond d'un fauteuil, songeait à ses additions. Une parole dite à voix basse troublait seule, par moments, la paix de cet intérieur endormi. Madame Raquin regardait ses enfants avec une bonté sereine. Elle avait résolu de les marier ensemble. Elle traitait toujours son fils en moribond. Elle tremblait lorsqu'elle le laisserait seul et souffrant. Alors, elle comptait sur Thérèse. Elle se disait que la jeune fille serait une garde vigilante auprès de Camille. Sa nièce, avec ses airs tranquilles, ses dévouements muets, lui inspiraient une confiance sans bornes. Elle l'avait vue à l'œuvre, elle voulait la donner à son fils comme un ange gardien. Ce mariage était un dénouement prévu, arrêté. Les enfants savaient depuis longtemps qu'ils devraient s'épouser un jour. Ils avaient grandi dans cette pensée qui leur était devenue ainsi familière et naturelle. On parlait de cette union dans la famille comme d'une chose nécessaire, fatale. Madame Raquin avait dit « Nous attendrons que Thérèse ait 21 ans ». Et ils attendaient patiemment, sans fièvre, sans rougeur. Camille, dont la maladie avait appauvri le sang, ignorait les âpres désirs de l'adolescence. Il était resté petit garçon devant sa cousine. Il l'embrassait comme il embrassait sa mère, par habitude, sans rien perdre de sa tranquillité égoïste. Il voyait en elle une camarade complaisante qui l'empêchait de trop s'ennuyer et qui, à l'occasion, lui faisait de la tisane. Quand il jouait avec elle, qu'il la tenait dans ses bras, il croyait tenir un garçon. Sa chair n'avait pas un frémissement. Et jamais il ne lui était venu la pensée, en ces moments, de baiser les lèvres chaudes de Thérèse, qui se débattait en riant d'un rire nerveux. La jeune fille, elle aussi, semblait rester froide et indifférente. Elle arrêtait parfois ses grands yeux sur Camille et le regardait pendant plusieurs minutes, avec une fixité d'un calme souverain. Ses lèvres seules avaient alors de petits mouvements imperceptibles. On ne pouvait rien lire sur ce visage ferme, qu'une volonté implacable tenait toujours doux et attentif. Quand on parlait de son mariage, Thérèse devenait grave, se contentait d'approuver de la tête tout ce que disait Madame Raquin. Camille s'endormait. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.